Alors dans cette nouvelle présentation basée sur l'exploitation de Windows 2012 serveur en mode core, on va essayer de mettre en place la messagerie de HMail Server, donc la messagerie électronique. On va utiliser le programme HMail Server, on va l'installer sur ce serveur qui est en mode core et voir quelles sont les manips qu'il faut faire, quelles sont les petites particularités dans ce cas-là, puisque c'est un programme qui est normalement installé en mode graphique. Et on va pouvoir faire l'opération de différentes manières, mais on va voir donc étape par étape ce qu'il faut réaliser. Alors déjà, il faut commencer par récupérer le package HMail Server. Donc pour ça, j'ai préparé un dossier partagé qui va nous permettre d'accéder au dossier téléchargement, puisque j'ai téléchargé le HMail Server. Donc ici dans VirtualBox, je viens d'affecter en fait dans le menu périphérique un dossier partagé qui pointe vers mon dossier personnel de mon ordinateur, et je vais affecter une lettre réseau à ce répertoire qui doit s'appeler Jean. Voilà, donc la commande s'est terminée correctement. Donc ici j'ai affecté ma lettre réseau, lecteur réseau X de points à mon dossier partagé. Et si je fais X de points, lire, je vais retrouver tout mon dossier. Donc je vais aller dans mon dossier téléchargement et je vais faire un dire M étoile pour à la recherche de tout ce qui commence par la lettre H suivi de M, et je trouve deux paquets que j'ai téléchargés. Alors la version 5.6.6 est la version actuelle, la version 5.6.7 c'est une version bêta. Donc je vais devoir installer la 5.6.6 si je veux m'en sortir. Donc, avant de poursuivre, je vais activer cette ligne qui va me permettre de pouvoir utiliser le bureau à distance. Depuis mon Windows 7, je vais pouvoir piloter toutes les commandes sur le bureau à distance. Comme ça, j'aurai plus du tout besoin de me connecter au serveur. Et je pourrais même fermer la session. Donc, on va activer le bureau à distance. Et sur le poste client Windows 7, je vais ouvrir une connexion à distance sur ma machine. Saturn.local. Donc là, ici, j'indique le nom DNS de mon Windows 2012. Et évidemment, le mot de passe du compte administrateur pour pouvoir ouvrir une session distante. Je vais agrandir cette fenêtre. Alors, voilà, peut-être voilà, donc l'ouverture session se fait maintenant ici sur ma machine. Donc je suis plus connecté, enfin je suis connecté au serveur en mode distant, mais je suis plus nécessairement obligé d'opérer sur le serveur. Alors si je vais voir le serveur, je vais m'apercevoir que la session est verrouillée. Donc, alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir installer HMail Server sur ce serveur en mode core. Donc les prérequis: faire en sorte que le serveur accède à Internet, on va le vérifier, et qu'il résout les noms DNS, placer le DVD de Windows 2012 dans le lecteur du serveur, et puis télécharger et rendre disponible l'applicatif HMail Server. Donc ça, on l'a déjà vérifié il y a quelques instants, c'était déjà le cas. Pour ce qui est du CD-ROM de Windows, puisque c'est une machine virtuelle Windows 2012 sous VirtualBox, je vais simplement m'assurer que j'ai inséré le CD-ROM de Windows 2012 ici dans le lecteur, ce qui est le cas. Donc
mes prérequis ici sont corrects. Alors on n'a pas vérifié encore qu'il accède à internet, on va le faire tout de suite. Donc depuis le poste client, on va faire un ping par exemple www.yahoo.fr. Si ça résout le nom et qu'il arrive à atteindre, eh bien c'est que c'est validé. Voilà, donc c'est le cas ici. Alors, je reprends ma petite notice. Donc, si besoin, mais c'est déjà le cas ici, j'aurais pu mettre ma carte réseau en mode DHCP si j'avais eu besoin de me connecter sur une box directement. Là, j'ai un routeur qui me permet, le routeur est ici, hein, il me permet d'accéder à Internet. Donc, j'ai pas besoin de faire cette étape ici. Ce que j'ai besoin de faire, c'est d'installer les composants du .NET Framework. Alors ça, c'est la première commande que je vais devoir taper sur mon poste serveur. Et vous voyez qu'ici, elle fait référence au disque D de point, qui est mon CD-ROM, dans le dossier source. Donc, on va préparer cette commande. On va le faire directement depuis le poste client, puisqu'on a ouvert une session. On va quand même vérifier dans D2 points qu'on a bien le dossier source. C'est le cas ici. Et ça, c'est le DVD de Windows 2012. On colle notre commande. On valide. Il doit installer. Ça prend un peu de temps, cette installation. Il doit installer. Et bon, il faut évidemment qu'il arrive à 100%. Et ça va nous permettre ensuite... Alors, c'est des composants qui vont nous permettre d'installer la base de données SQL serveur Microsoft. Si on ne fait pas cette étape, on ne pourra pas aboutir. Voilà, 99,9. Donc, étape obligatoire et chronologique. On commencera donc par faire cette manip. Alors ensuite, quand ce sera fait, j'ai dans ce descriptif préparé quelques commandes qui vont permettre en fait de mettre en sécurité ma plateforme en activant le pare-feu. Ici on voit que je le mets sur on, mais si je fais ça là maintenant, je vais perdre ma connexion distante puisque je suis connecté à distance et que j'ai pas créé une règle pour cette connexion distante. Donc on le fera, mais plutôt dans une étape un peu plus tardive. Donc voilà, alors pour en revenir à cette manip, c'est fait 100%, donc ça c'est correct. On vient de dire que donc le pare-feu on va pas y toucher, mais on le fera après. Alors en fait ce qui est intéressant ici, c'est que ici j'ai préparé des commandes qui vont nettoyer les règles de pare-feu en les supprimant. Comme le pare-feu aura été mis sur on avant et qu'on a nettoyé les règles, ça veut dire que tout sera bloqué. Mais on va ensuite, sous forme de 4 règles ici, autoriser les protocoles POP et SMTP et SMTPS et puis IMAP à franchir le serveur. Donc ça, plutôt que de les taper une par une, les lignes, ce que je prévois de faire, c'est de copier-coller tout ça dans un script et d'exécuter le script, qui sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Alors on va le faire donc après. Alors, on en revient ici à cette étape qui vient d'être validée. Ça, on a dit qu'on le fera après. Il faut donc passer à cette étape. On va installer notre logiciel HMail Server et on va voir si ça fonctionne. Donc, je reviens sur mon poste client. Rappelez-vous que j'avais créé une lettre de lecteur logique qui s'appelait X de point, qui m'emmenait dans les téléchargements. Et rappelez-vous aussi que j'avais localisé mes paquets HMail Server. J'ai expliqué tout à l'heure que la version 5.6.7 était une version bêta. On va plutôt envisager d'installer la 5.6.6. Donc il suffit de lancer HMail Server 5.6.6 et d'exécuter. L'assistant démarre. Procédure classique, hein.
Donc on voit qu'il va s'installer dans Program File x86, donc l'application 32 bits. On va installer le serveur et on n'a pas besoin d'installer localement sur le poste client les outils d'administration. Alors je vais le faire quand même pour sur le poste serveur. Je viens de dire le poste client, mais en fait c'est le poste serveur. On va le faire quand même parce que ça va nous permettre de faire un test. Mais si on était sûr de notre coup, on n'installerait pas ça, ça sert à rien, puisqu'on ne va pas les utiliser en mode console, on va les utiliser depuis le poste client. Donc je vais le faire, mais on verra après peut-être à le retirer. Utiliser la base de données préconfigurée, préinstallée Microsoft SQL Compact, donc ça évidemment c'est ce qu'on va choisir, mais on pourrait parfaitement utiliser une base extérieure, par exemple MySQL ou PostgreSQL ou Microsoft SQL. Donc nous on n'a pas de base extérieure, donc la solution c'est forcément d'utiliser Microsoft SQL Compact. On fait suivant, rien de particulier, on met un mot de passe pour se connecter à la console d'administration et on lance l'install. Alors c'est une install qui va aller assez vite. Là il crée la base de données. Une étape critique puisqu'il a besoin pour ça de Microsoft SQL Compact. Et alors vous voyez, comme j'ai installé les outils d'administration, il me propose directement de rentrer en administration. Ça sera le moment de vérité. Ça a l'air de fonctionner. Donc je ne vais pas aller plus loin. Je vais me déconnecter de la fenêtre distante du serveur. Alors je vais déconnecter. Je vais donc me retrouver à nouveau sur le poste client. Windows 7. Voilà. Je vais aller chercher également le programme HMail Server. Donc on va chercher le programme HMail Server. Alors, le plus facile c'est de le mettre par des noms. Voilà, donc on a ce programme qu'on va lancer. Et cette fois-ci, on va installer non pas le serveur, mais uniquement les outils d'administration. Donc ça va très vite. Il nous propose d'ouvrir la console d'administration. Comme le serveur possède la base de données et les programmes, donc c'est pas en local que je dois aller, donc ça je peux m'en débarrasser, j'en ai pas besoin, je l'enlève. Et à la place, ici, je vais ajouter un accès vers le serveur. Donc, j'ai le choix de mettre l'adresse IP ou le nom de domaine pleinement qualifié. Je mets le mot de passe. Alors, j'ai la possibilité de demander à chaque connexion ou de sauver le mot de passe. Comme je préfère le sauver pour que ce soit plus efficace, j'indique ici donc le mot de passe que j'ai mis lors de l'installation du serveur HMail Server et je sauve. À ce stade-là, je peux même automatiser la connexion, je vais le faire aussi, ça va être plus pratique. Donc ici, j'essaye de me connecter et je devrais me connecter au serveur. Alors si ça échoue, comme c'est le cas ici, c'est sans doute lié à un problème de base de données. Ou bien un problème DNS, ce qui n'est pas impossible également. SERV1, je vais quand même vérifier à nouveau qu'on peut le pinguer. Alors, est-ce que je me serais trompé? SERV-1.saturn.local. Alors, ça a l'air de fonctionner, c'est bien le nom pleinement qualifié, ça pointe bien vers le serveur. Mais manifestement ici, j'arrive pas à me connecter dessus. Alors, on va se reconnecter au serveur. Et on va aller sur c//
dans le dossier programme file, normalement je crois qu'on va trouver un dossier hmail server qu'on peut voir ici. On va aller voir ce qui se passe ici, et ce que je prévois de faire, c'est désinstaller en fait pour pouvoir réinstaller. Donc uninstall .exe. Voilà, on va désinstaller et on va réinstaller. Donc hmail serveur 5.6, c'est reparti. On accepte, suivant, next. On installe les deux composants. On lance la console d'administration. Ici, comme je suis sur le serveur, je me log en local. Et là, ça a l'air de se comporter correctement. Vous voyez, donc ça marche ici. Donc, je vais me déconnecter et je vais retourner sur le poste client. Si ça marche pas sur le poste client, c'est un problème de pare-feu qui m'empêche d'accéder. Et ça semble être le cas ici en fait, hein, puisque j'arrive pas à me connecter. Donc je pense que c'est le pare-feu sur mon serveur qui pose problème. Et bien, alors dans ce cas-là, on va désactiver le pare-feu pour lever le doute. Donc, je me reconnecte sur le serveur. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai expliqué tout à l'heure, comment on pourrait désactiver le pare-feu. Donc on va taper cette commande et on va la suivre du mot off. Comme ça on va désactiver l'intégralité du pare-feu. On va faire comme ça. On va se mettre sur off. Voilà. On va essayer à nouveau de se connecter. Et effectivement, c'était bien notre problème de pare-feu qui nous empêchait de passer. Bien, alors, avant de poursuivre, on va faire un petit point, un petit bilan intermédiaire des opérations. Donc ce qui a été fait, étape par étape, nous sommes allés sur le serveur pour faire en sorte que tout ça puisse se réaliser. Ensuite, sur le serveur, nous avons lancé cette commande qui va chercher sur le DVD de Windows 2012 Server les composants nécessaires à la librairie .NET Framework. Et ensuite, on a installé l'applicatif. Donc, il va installer une base de données locale. Il faut bien répondre à la base de données locale. Et l'étape que l'on a suivie ensuite, c'était d'aller sur le poste client Windows 7. Donc ici, pour installer à nouveau hmail server, mais se contenter d'installer les outils d'administration. On s'est rendu compte en voulant les lancer qu'on n'arrivait pas à accéder à la console, donc on a tenté une réinstallation, mais on aurait pu effectivement tout de suite faire le diagnostic du pare-feu, puisque c'était effectivement le pare-feu qui bloquait. Je l'ai donc mis sur off, et depuis on a la main sur la plateforme de messagerie. Alors je vous rappelle que concernant le pare-feu, on prévoit de créer un script qui va permettre d'enfermer toutes ces directives qui vont nous permettre non pas de piloter ni d'administrer notre plateforme, mais de l'exploiter par les protocoles POP, POP3, IMAP et SMTP à distance. Alors, on avait mis ça de côté volontairement et on va poursuivre l'exploitation. Alors, on va créer un domaine qui va, alors pour faire quelque chose de logique, il faut qu'il adhère à notre domaine DNS saturn.local. Pourquoi? Parce que ça va être plus commode pour faire nos tests. Regardez par exemple, moi ce que je voudrais c'est que par exemple des utilisateurs qui auraient une adresse email sur le domaine saturn.local puissent échanger des mails. Comme j'ai déjà un domaine fonctionnel et un paramètre DNS qui gère le domaine saturn.local, j'ai donc pas besoin de créer autre chose.
Par contre, dans les bonnes pratiques des logiciels de messagerie, on utilise souvent les noms POP3 et SMTP pour invoquer les noms des protocoles de messagerie. Et là, si j'essaie d'atteindre ces noms, de les résoudre, eh bien ça marche pas, puisque je les ai pas définis dans mon DNS. Et ces enregistrements devraient en fait pouvoir être résolus par l'adresse IP de mon serveur Windows 2012. Et là, on voit que ça marche pas. Donc, pour résoudre ce problème, on va déclarer ces deux enregistrements, POP3 et SMTP. On va même d'ailleurs rajouter aussi IMAP pour être utile. Là, c'est pareil, IMAP, il ne fonctionne pas. On va rajouter donc ces trois enregistrements en tant que enregistrement d'alias dans le domaine saturn.local. Et tant qu'on sera en train de faire ça, on sera donc dans la console DNS. On en profitera pour déclarer également le serveur Windows 2012, donc qui supporte la messagerie, comme serveur officiel de messagerie du domaine saturn.local. Pour faire ça, on créera l'enregistrement de type MX, qui désigne le serveur de messagerie. Donc, on va aller dans la console DNS du domaine, dans le domaine saturn.local, qui est ici. On va créer nos alias qui vont pointer vers ce serveur et on va désigner ce serveur en tant que serveur de messagerie. Donc, clic droit à nouvel alias, on va donner des noms que j'ai proposés tout à l'heure et on va indiquer qu'il s'agit donc du serveur en donnant son nom pleinement qualifié. Je vais le copier pour gagner du temps pour quand je vais le refaire. Donc POP3 associé à saturn.local correspond au nom de domaine pleinement qualifié serv1-1.saturn.local. On voit l'alias ici. J'en fais un deuxième similaire avec SMTP. J'ai qu'à coller ce que j'avais mémorisé ici. Et je vais en faire un troisième avec IMAP. Voilà. Mes trois enregistrements d'alias sont des alias qui pointent bien vers le serveur ici. Ce qui veut dire que si je ping pop3.saturn.local, je devrais pinguer cette machine-là, c'est-à-dire cette adresse-là, qui est bien mon serveur qui héberge le logiciel HMail serveur. J'ai dit aussi qu'il fallait déclarer ce serveur en tant que serveur de messagerie pour le domaine saturn.local. Comment on fait? Clic droit, nouveau serveur de messagerie, enregistrement de type MX. MX, ça veut dire Mail Exchanger. Mail Exchanger. Donc on met le nom de notre serveur, on l'associe au domaine, et c'est tout. Ça, c'est la priorité. Dans le cas où il y a plusieurs serveurs, il faut coder une valeur de priorité. Il faut donc toujours mettre un nombre ici. Il est déjà mis. On le laisse comme ça. Voilà notre serveur de messagerie. Maintenant, on va remettre en mémoire cette zone. Clic droit, charger à nouveau. Et sur la console du client, on va essayer de faire des pings. Alors vous voyez que ça marche pas, tout simplement parce que comme on les avait testés il y a quelques minutes et que ça ne fonctionnait pas, il a conservé en mémoire cache DNS localement sur cette machine l'information comme quoi ça ne marchait pas. On va donc vider ce cache DNS avec cette commande. Le cache de résolution DNS est vidé et on va relancer nos pings. Et évidemment, si on a bien travaillé, ça fonctionne. Voilà. Alors grâce à ça, normalement, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à déployer de la messagerie. Donc, nous allons le faire ici. Alors, on va commencer par la partie qui consiste à déployer
dans la console HMail Server notre domaine de messagerie et on va créer 2 comptes. Donc on ajoute un domaine, je vais l'appeler donc Saturn.local. Il est activé. Le domaine apparaît ici. On va créer 2 comptes. Clic droit, ajouter. Je vais créer 2 utilisateurs, Jean. Mettre un mot de passe. On sauve. Il apparaît ici. On va créer un deuxième compte. Sophie. Un mot de passe ici. Et on sauve. On n'a plus grand chose à faire ici. Pour améliorer un peu notre système, on va aller voir au niveau du statut s'il n'y a pas des alertes. Et on s'aperçoit au niveau du statut que sur le serveur, il y a une alerte de configuration de sévérité élevée. Qui nous dit quoi? Qui nous dit que nous n'avons pas spécifié le nom de machine publique pour cet ordinateur dans les paramètres SMTP. Les paramètres SMTP, on va les trouver ici. SMTP est un protocole. On va le trouver ici, le voilà. On sélectionne et il nous a parlé du nom de machine. Je pense que c'est ici. Voilà, c'est là. On va donc mettre les noms. Alors, un des noms qu'on a rentré dans notre DNS, smtp.saturn.local, et comme c'est lié à SMTP, le nom le plus logique, c'est donc celui-ci. On sauve. On va à nouveau voir nos statuts. Normalement, ça devrait disparaître. C'est le cas. Bien, voilà. Alors, pour finir la configuration ici, il y a possibilité de voir les logs, mais pour ça, il faut les paramétrer. Donc ça se fait ici. On active et on sélectionne ce qu'on veut surveiller. Alors moi, je vais surveiller l'activité SMTP, POP et IP. Comme ça, je vais pouvoir voir si les connexions IP ne sont pas filtrées par un pare-feu, si POP et SMTP fonctionnent bien. On va sauver. Et quand on voudra loguer, on viendra ici. Dans Logging, on démarrera la console. On peut d'ailleurs la démarrer tout de suite. On va laisser ça de côté. Et on va installer le logiciel de messagerie. Alors j'ai dû déjà le télécharger, c'est Thunderbird que j'ai choisi, qui va permettre donc d'exploiter notre messagerie. On va créer les comptes qui correspondent à Jean et Sophie. Et ces comptes en fait vont permettre d'exploiter les 2 adresses mail qu'on a mis ici. Là ça va être très simple. Voilà. Le logiciel se lance. On a un raccourci qui s'est créé ici. Normalement, il devrait passer en mode assistant pour créer notre première boîte de messagerie. Donc, Jean@saturn.local. Le mot de passe. Alors, ça doit évidemment correspondre à ce qui avait été défini ici. Continuer. Alors, typiquement là, il va se connecter au travers d'Internet sur la base de données de Mozilla, la fondation Mozilla. Il ne va pas trouver le domaine Saturn, donc il ne peut pas aboutir. Donc c'est pas la peine de patienter. Mais vous pouvez voir qu'ici, il a déjà fait des requêtes. Et donc il a trouvé des paramètres. C'est presque automatique, vous voyez. Donc il s'est mis en IMAP. Moi je préfère me mettre en POP ici, mais on peut considérer que c'est OK. On termine. Bon, là, il n'y a pas besoin de faire grand chose avec cette fenêtre. On va créer un nouveau compte pour le compte Sophie. Donc Sophie @saturn.local. Et on va y mettre le mot de passe. On va laisser faire le système.
Et là encore, vous voyez que ça fonctionne. Je sélectionne pop par préférence et je termine, je valide ici. Je peux voir ici mes deux comptes, je peux voir des logs ici qui évoluent, je peux nettoyer la place ici. Alors on va tester. Donc le compte Saturne, jean@saturne.local sélectionné, le compte Sophie, vous voyez. Ici, je peux lire les messages. Donc si je lis les messages, je vois bien les requêtes qui sont faites sur le protocole POP. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a un petit peu de publicité là qui arrive. Pas de message a priori. Pareil pour Sophie, on va lire les messages. Requête POP ici. Aucun nouveau message non plus. Et ben on va envoyer un courrier, donc je vais me positionner sur Jean, pardon. Je vais envoyer un message à Sophie. Donc Sophie, Saturne.local. Et on va mettre l'essai de mail. Bonjour Sophie. Et on envoie. Alors on va surveiller, il doit y avoir une activité sur SMTP. Je vais nettoyer ici. Dès que je vais faire envoyer. Alors on peut voir ici, a priori ça a l'air de fonctionner. Et ici, Jean ayant envoyé un courrier à Sophie, on doit trouver dans la console de Jean, dans la rubrique envoyé, on doit trouver le mail. Maintenant, je vais nettoyer ici, on va faire une requête de lecture sur le compte Sophie, donc je sélectionne ici, je fais lire. Je peux voir l'activité ici, et je peux constater que j'ai bien reçu le mail. Bonjour Sophie. Sophie va répondre. Bonjour Jean. Comment allez-vous? Hop. On va surveiller ici. On va avoir du SMTP. Donc dès qu'on va faire envoyer. Voilà. Jean va regarder ses courriers. Une requête pop ici. Le mail de Sophie qui fonctionne parfaitement. Et bien voilà, donc on achève sur cette démonstration le fonctionnement la démonstration du fonctionnement de la messagerie. Donc l'objectif est atteint et voire dépassé, puisque l'objectif initial de cette présentation vidéo c'était vraiment d'une mise en place. Là on a fait une mise en place, l'administration et l'exploitation, on voit que tout fonctionne. Alors ce que je vais vous montrer, c'est que pour finir, si je vais sur le serveur pour faire ce qui était prévu, c'est-à-dire que je voulais activer mes règles de pare-feu, donc bloquer mon pare-feu et créer un script dans lequel je vais enfermer toutes ces instructions. Alors je prépare ça, je vais copier-coller et ensuite je ferai ça. Alors, comme jusqu'à présent je me connectais en bureau à distance, donc par ce biais-là, mais si je fais ça et que j'active mon pare-feu, alors je peux le faire, on va le voir, dès que je l'aurai fait, je perdrai la connexion puisque le pare-feu en fait va pas autoriser ce bureau à distance. Dans mes règles en fait je l'ai tout simplement pas prévu. Donc il faudra faire attention et on va se faire déconnecter, on va se faire piéger. On va aller sur C, on va retourner à la racine, on va créer avec l'aide de l'éditeur du Notepad, l'éditeur de texte de base, on va créer un script qui va contenir toutes nos règles de pare-feu. Donc j'ai copié-collé, j'enregistre donc sur le disque C, à la racine c'est très bien, entre guillemets je vais mettre le nom de mon script et je prends bien soin d'enlever l'extension associée de façon à ce qu'il crée bien firewall.bat, ce qui est entre mes guillemets, et du coup il va interpréter ça comme un script au format batch
que Microsoft Windows peut parfaitement exécuter. J'enregistre. Alors si je veux récupérer le bureau de distance, en fait, il faudrait que je rajoute une règle de ce type-là en in, puisque c'est une connexion en 30. Donc on va faire ça. On va la mettre un peu plus bas ici. Donc je vais appeler ça RDP, Remote Desktop Protocol. RDP, c'est son nom officiel. C'est une connexion en 30, donc la direction c'est in. On autorise le protocole TCP, le port 3389. 3389 étant le port de cette application bureau à distance. On va donc enregistrer ce script. On va quitter. On va faire dire, on doit avoir notre firewall.bat. On va lancer. Donc avec la précaution que je viens de prendre, normalement je ne devrais pas perdre la connexion, ou en tout cas si je la perds, je devrais pouvoir la rétablir. Donc firewall.bat, on lance le script. Voilà, les règles ont été créées. J'ai toujours la main a priori. Donc c'est bon signe. Alors regardez. J'ai la main sur mon pare-feu. Ici, il est possible de voir les règles du pare-feu en PowerShell avec cette commande. Donc, on va le faire. Alors, il faut être en PowerShell. Nous sommes en PowerShell, comme on peut le voir ici. PS. Si... Alors, on va peut-être devoir agrandir un peu ma fenêtre pour mieux voir les choses. Voilà. Alors, regardons ce qu'il y a comme règles. On doit trouver nos règles, nos différentes règles. SMTP, donc qui autorise les entrées, qui autorise les sorties. Alors voilà toutes nos règles. Et puis la dernière qu'on doit trouver, qui s'appelle RDP, nous avons créé, qui autorise les entrées. Et grâce à cette règle, nous avons le bureau à distance qui fonctionne. Donc c'est parfait. Alors maintenant, il faudrait vérifier que la messagerie continue à fonctionner. Donc je vais me déconnecter du bureau à distance. Et la console qui est ici, je vais la fermer et je vais la réouvrir. Alors ça a l'air de fonctionner. Et au niveau de... Alors, ça a l'air de fonctionner, mais ça me surprend, pour tout vous dire, parce que j'ai pas créé de règles pour cette console, et cette console, en fait, elle utilise un port que je connais pas. Et je vais d'ailleurs essayer de le déterminer en allant voir sur le serveur, ou bien même d'ailleurs ici en mode commande, j'ai pas besoin d'aller voir sur le serveur. Les connexions actuelles. Avec cette commande. Donc moi ce qui m'intéresse c'est de voir les connexions qui sont établies pour voir les ports qui sont utilisés sur le serveur. Et a priori ce serait 64 632. Donc il faudrait que je crée une règle sur ce protocole là pour pouvoir ce port là pour pouvoir accéder à ma console. Mais si je le crée pas, à mon avis, la console va pas marcher. Alors, vous êtes peut-être en train de dire, mais on n'a pas créé la règle et ça, la console marche. Mais je pense que j'ai oublié un petit quelque chose dans mon script, qui est en fait le blocage du firewall. Le blocage complet. C'est-à-dire, en fait, cette ligne-là. Mon firewall est toujours sur off. Dans l'état actuel, je pense qu'il est sur off. On peut le voir, mais on peut le voir ici avec cette commande là, mais je pense qu'il est sur off et moi je vais le mettre sur on et je risque de perdre ma connexion si mes règles sont pas
approprié. Donc, alors on peut le voir ici comme ça avec du PowerShell, et il y a aussi une commande à peu près équivalente en NetShell qui donne la même chose. Hein. On va pouvoir taper soit ça ou soit ça, c'est l'équivalent. Comme on est en PowerShell, on va taper ça. Et alors, il faut ouvrir le bureau à distance. Donc, nous sommes sur le serveur. Ah oui, alors, vous voyez, la fenêtre ici a été fermée. C'est... alors, c'est compliqué parce que je peux pas la réouvrir pour lancer le gestionnaire des tâches à distance. Donc je vais tricher un petit peu, je vais me déconnecter, et je vais aller réellement sur le serveur, ici pour ouvrir ma session. Je me suis rendu compte que, vous voyez, écran noir, donc je n'ai plus ma fenêtre de commande, donc je ne peux absolument plus rien faire. Il faut que je la réactive. Voilà, alors voyons ce pare-feu. Donc on va rentrer dans PowerShell. Et voyons le pare-feu. Alors la règle que je veux taper, c'est donc celle-ci, hein, get-net firewall profile. Get-net firewall profile. Qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai dû mettre un espace, il n'en faut pas. Alors généralement quand on tape ça, pour bien comprendre, on met les premières lettres des mots en majuscule, c'est absolument pas obligatoire, mais ça permet d'y voir un peu plus clair. Voilà, alors regardez, on voit l'état du pare-feu. Il y a plusieurs profils dans ce pare-feu, un profil de domaine, un profil privé, un profil public. Si on prend le profil public, il n'est pas activé, false pour enabled, donc il n'est pas activé. Il n'est pas activé non plus sur le profil private, il n'est pas activé non plus sur le profil domaine. Donc c'est bien effectivement ce qui se passe depuis tout à l'heure, le profil n'est pas activé, et donc le pare-feu n'est pas activé. On va donc activer notre pare-feu. On va le mettre sur on. Alors, là, vous voyez, je sors. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'utiliser la commande en NetShell. Et la commande en NetShell, il ne faut pas être dans PowerShell pour le lancer. J'active le pare-feu. Je retourne dans PowerShell. Alors tout ça je le fais volontairement, hein, ça vous fait une gymnastique de travail. Et je vais regarder mon profil, et normalement il devrait être à true, ici, là et là. Donc le pare-feu est activé. Si le pare-feu est activé, depuis le poste client, je pense que je peux plus pinguer mon serveur, puisque j'ai pas de règle pour le ping. Donc ping srv1, .saturn en local. Ça n'a pas l'air de fonctionner effectivement, ce qui est donc normal. On va pas attendre plus longtemps, ça ne fonctionne pas. On va essayer de lancer la console d'administration. Ça va pas normalement fonctionner mieux, puisqu'on n'a pas ouvert le fameux port là qu'on pense être 64632. Donc ça va pas se connecter. Probablement qu'il va y avoir un message d'erreur qui va débouler un petit peu plus tard. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est être certain qu'on accède au protocole POP3, SMTP, IMAP, sinon ça voudrait dire que la messagerie ne marcherait pas non plus. Alors pour ça, on est obligé d'installer
une fonctionnalité. Et cette fonctionnalité, c'est le client Telnet que je vais utiliser. Donc j'ajoute le client Telnet. Et je vais tenter de me connecter au port 110 et au port 25. Ça me suffira à tester l'accès à mon serveur au niveau des protocoles POP3 et SMTP. POP3 c'est le port 110, SMTP c'est le port 25. Donc la commande elle est toute simple. Sur local et on invoque le port ici. SRV1 Saturn.local sur le port 110. Alors ça marche pas. Donc les règles de pare-feu font pas leur boulot. Et il faut qu'on revoie notre paramétrage. Il y a quelque chose qui se passe pas correctement. Alors ce qui se passe aussi, c'est peut-être que comme on n'a pas de règle non plus pour le DNS, il peut plus atteindre le service DNS, donc il peut plus résoudre le nom serv1.saturn.local. Donc on va essayer avec l'adresse IP, mais j'y crois pas trop en réalité, et pourtant si, je devrais, parce que c'est effectivement ça le problème. Vous voyez qu'ici on se connecte, donc comment on sort de là? Quit. Voilà. Donc quand je fais ça, ça marche pas. Et c'est tout simplement à cause du fait que j'ai pas créé de règle permettant de résoudre serv1.saturn.local, c'est-à-dire une règle qui va vers le DNS. Bon alors, l'objectif étant largement dépassé et atteint, je vais pas résoudre ce problème. On va juste en parler pour voir ce qui éventuellement devrait être fait si on voulait vraiment peaufiner. Si on voulait peaufiner, ça veut dire que dans notre script qu'on avait créé ici côté serveur, il faudrait rajouter des règles ici qui permettent, alors par exemple il nous faudrait une règle d'entrée ici qui permette sur le protocole UDP d'atteindre le port 53. Et si c'est le cas, à ce moment-là on pourra faire des requêtes DNS. Alors, puisqu'on y est, on n'a qu'à la faire, cette règle elle sera faite. Mais on va se rendre compte qu'il va en manquer d'autres ensuite. Donc on va appeler cette règle DNS. L'action elle concerne le protocole UDP, puisque DNS s'appuie sur UDP, et le port c'est le 53. On enregistre. J'aimerais bien tester aussi le port qu'on avait. Par contre, j'ai oublié le port de l'applicatif de HMail Server, donc tant pis, on le fera plus tard. On quitte, on lance le firewall, on voit notre règle ici qui s'ajoute. Du coup, on peut tester et ça marche effectivement. Bon voilà, donc la mission est accomplie. Alors maintenant, est-ce que les mails marchent toujours? Parce que normalement ça devrait être le cas, puisqu'on a résolu le DNS et donc les protocoles POP, SMTP, IMAP. On va envoyer un courrier à Sophie. Le courrier a l'air d'être envoyé. Pas eu d'erreur. Sophie, on va lire le courrier. On voit bien le courrier de Sophie qui fonctionne. Protocole POP fonctionne. Protocole SMTP a fonctionné. Tout fonctionne correctement. Et on va donc conclure sur cette vérification.
qui donc a démontré que tout fonctionnait malgré qu'on ait installé donc un produit HMAI Server sur un serveur en mode core, c'est-à-dire sans interface graphique. Ça se résume à quelques manips qui ont finalement été très très simples ici, et en fait c'est que ça en réalité. Le reste ça concerne le pare-feu et ça fonctionne. Donc c'est très très intéressant parce que une plateforme de messagerie avec HMAI Server, c'est une bonne solution pour l'entreprise ou pour la collectivité ou même à titre personnel ou privé. C'est gratuit, c'est légal, c'est efficace, c'est sérieux, c'est fiable, c'est stable. Donc ça a que des avantages. Et en plus, le fait de l'installer sur un serveur Windows en mode core, ça devient encore plus rapide puisque le serveur en mode core il est beaucoup plus rapide qu'avec interface graphique. Et on n'a absolument plus besoin de cette interface graphique qui nous ralentit, qui nous rend parfois instable et qui nous rend en fait faillible par rapport aux attaques éventuelles de pirates. Donc la démonstration, je pense qu'elle est assez probante. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. À vous éventuellement d'envisager des améliorations sur ces règles de pare-feu si vous voulez vraiment boucler ce projet de plateforme de messagerie sur un serveur core.